13 heures un peu partout au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur la 3. Le JT, c'est tout de suite. Mais d'abord, le sommaire et on embarque pour Yarakéou, arrondissement de Pélébina, commune de Djougou. Et la croix et la bannière pour les populations isolées et coupées du reste du monde. Impossible d'interéchanger avec les villageois. Les villages voisins, le pont qui dessert la localité et qui relie plusieurs villages entre eux est emporté par les eaux pluviales. Et puis, à quoi ressemble la vie sur un parc auto, les mêmes qui servent de lieu d'embarquement et de débarquement pour les transports en commun de personnes mettent aux prises plusieurs acteurs du racoleur au syndicat, en passant par le transporteur. Petite plongée dans les méandres d'un parc auto, on sera avec Ulrich Ekwegaba et nous relate son expérience. Lundi prochain, les écoliers des classes intermédiaires du primaire vont retrouver le chemin de l'école après plusieurs mois passés à la maison. Mais alors, quelles sont les dispositions qui ont été prises afin que tout se passe dans le respect des mesures de sécurité sanitaire? Constat également avec Achombo Kanya Achombo et Elvis Tonoupoint. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le 13h. Formalité d'usage, on ouvre avec cette actualité à la Cour constitutionnelle. Formalité d'usage ce matin à la Cour. Les nouveaux membres du COSLEPI, du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, ont prêté serment devant les 7 sages de la Cour. Joseph Diogbenou et les siens ont traduit dans les pratiques les tests en renvoyant les 9 députés et les 2 directeurs généraux qui forment la nouvelle équipe du COSLEPI à leur mission. Le président de la Cour constitutionnelle a surtout mis l'accent sur la délicatesse du travail de nettoyage du fichier électoral qui leur revient. L'enjeu est de taille, vu qu'il s'agit de l'élection présidentielle. Joseph Diogbenou a donc insisté sur l'impartialité qui est attendue des nouveaux membres. Ceux-ci, d'ailleurs, ont visiblement pris la mesure de la tâche à accomplir. Ils se sont confiés à la presse juste après les prestations de serment. On va écouter quelques-uns au micro de Wahab Ali Kara et Henri Ganti. Comme vient de l'expliquer le président de la Cour, les tests afférents à cette ultime fonction, c'est-à-dire quand je parle d'ultime fonction, c'est la toute dernière cause notre pays va connaître. Cela nous renvoie à beaucoup d'impartialité et d'engagement vis-à-vis de nos concitoyens, la population béninoise. On doit pouvoir superviser, être à l'écoute de la population et sensibiliser beaucoup tous ceux qui veulent et qui pensent remplir ce devoir citoyen qu'est l'élection, de se faire enrôler, de se faire enregistrer, afin qu'ils puissent se retrouver dans la base de données pour les prochaines joutes électorales. Vous savez, nous venons de prêter serment, nous allons agir pour le compte en toute impartialité du peuple béninois à prêter la liste électorale devant nous conduire aux élections présidentielles. J'ai été désigné par la minorité parlementaire, c'est une grande joie pour moi. Vous savez, c'est le dernier COS. C'est le dernier COS et c'est une responsabilité assez lourde parce que tous les regards seront tournés vers nous, vers notre engagement, vers le serment que nous venons de prêter ce matin. Et nous-mêmes devons tenir compte de ça et agir pour que tout le peuple béninois puisse être intégré au fichier électoral afin de prendre part activement aux élections présidentielles d'avril 2021. C'est ma 3e expérience. Et comme l'avait dit aussi, la particularité, ça prépare l'élection présidentielle. Mais je veux aussi vous faire savoir que j'ai eu la chance aussi de faire cette expérience. J'ai été membre de COS 2015-2016 pour l'élection du président de la République. Donc je pense qu'avec cette petite expérience, avec les collègues, nous allons vraiment nous y mettre pour que le travail, rien ne nous soit reproché. Voilà, un titre à présent. Les nouvelles ne sont pas très bonnes du côté de la commune de Djougou. À Yarakéou, localité située dans l'arrondissement de Pélébina, les eaux pluviales créent des nuisances. Des communautés entières se retrouvent coupées du reste du monde. Le pont qui relie cette localité à d'autres n'est pas en état de servir, comme nous le rapporte dans l'élément qui va suivre Abdou Sahabi Idrissou et Abdou Raouf Yahya. C'est un véritable piège à hommes que constitue désormais le pont de Yarakéou, un village de l'arrondissement de Pélébina, commune de Djougou. Les dernières pluies torrentielles qui se sont abattues sur cette localité ont presque détruit cet ouvrage de franchissement qui relie les localités de Pélébina et de Bougou dans la commune de Djougou à celle d'Alédio, commune de Bassila.
Devant le danger permanent que courent les usagers de cet axe routier ouvert à la circulation depuis 1974, les populations de Yarakéou ont par la voix de leur chef d'arrondissement interpellé le conseil communal au cours de la dernière session extraordinaire. C'est donc suite à cette interpellation que l'autorité communale a dépêché une équipe sur le terrain pour évaluer l'ampleur des dégâts avant d'écouter les populations. Nous sommes en train de pleurer devant l'équipe qui a quitté la mairie pour venir faire le constat, pour écouter nos cris. Nous demandons l'indulgence des autorités pour que le pont soit vite praticable. La traversée de cet ouvrage est quasiment impossible pour les engins à 4 roues. Et pour les motocyclistes, cela relève d'un véritable parcours de combattants. Une situation pénible qui ralentit les activités économiques de la région, vu que cette voie secondaire permet d'acheminer les produits vivriers vers le marché de Kwaouya. Je voudrais d'abord adresser mes félicitations au maire de la commune qui a fait preuve de promptitude pour répondre à l'écoute des populations, puisqu'il y a de cela une semaine, les populations criaient. La difficulté, c'est que ça ralentit l'économie. Ça ralentit l'économie parce que nos vaillantes femmes ne peuvent plus aller au marché de Kwaouya, situé à 9 km d'ici. Vous savez que le village d'Yarakéou a une carrière où les bennes viennent pour le ramassage. Aujourd'hui, ces bennes ne peuvent pas oser traverser ce pont. Ça ne va pas. Il faut vraiment une réflexion de l'ouvrage. Ça freine beaucoup d'économie. Parce que les femmes, en voulant aller au marché, elles ont des difficultés pour aller au marché. Les hommes aussi, tous ont des difficultés actuellement pour traverser. Outre l'économie locale qui tourne au ralenti, l'évacuation des malades de Yarakéou vers le centre de santé de Pélébina est difficile. On a des problèmes pour aller dans notre arrondissement Pélébina. Alors qu'on n'a pas de maternité chez nous ici, c'est dans l'arrondissement aussi qu'on va. Donc chaque fois on a des problèmes. Pour traverser le pont, c'est des problèmes. Après l'évaluation des dégâts, le deuxième adjoint au maire promet de rendre compte à l'autorité communale qui décidera de la réalisation des travaux confortatifs de cet ouvrage. Si certains travaux confortatifs sont faits à cette étape, à savoir réaliser un pilier pour pouvoir soutenir la tête du pont, c'est-à-dire la tête du tablier. Après ça, faire une purge au niveau des culées en enlevant tous les bois morts et en enlevant tous les débris. Après cette purge, il faut faire un apport de près de 6 véhicules de 10 mètres cubes de latérite pour pouvoir rétablir, disons, la petite digue. Donc, l'urgent pour sauver le Dalo, pour que les coûts ne soient pas très élevés et permettre la circulation toute la saison, c'est les travaux qu'il faut faire en urgence. Autant de travaux envisagés pour redonner espoir aux populations de cette localité qui continuent de souffrir le martyre. Voilà, c'était Abdou Sahabi Idrissou de la direction régionale Canal 3 Donga. Retour à Cotonou, et vous ne le saviez peut-être pas, mais sur les parcs auto, il n'y a pas que des conducteurs et des transporteurs. Derrière se cachent plusieurs autres acteurs qui, ensemble avec les premiers, animent au quotidien la vie sur le parc, assurent les embarquements et les débarquements. Une équipe de notre rédaction a réalisé une immersion sur un parc auto de Godomé. Voici ce qu'elle nous rapporte. C'est une journée ordinaire sur le parc automobile de Godomé qui est juste le collège d'enseignement général de la localité. Au bord de la voie, les racoleurs font la course aux passagers. L'objectif est de vite charger les véhicules. Dès que nous garons la voiture sur le parc, ce sont les racoleurs qui s'activent pour nous trouver des clients. Nous allons à la rencontre des passagers et nous demandons leur destination. S'ils ont des bagages, nous les aidons à les porter jusqu'au véhicule approprié et nous leur donnons le tarif du trajet. Ce qui est impressionnant dans le processus de chargement des véhicules est l'ordre établi par les responsables syndicaux. Les véhicules sont chargés en fonction de leur ordre d'arrivée et les responsables veillent scrupuleusement à l'ordre du tableau. Les véhicules sont enregistrés sur le tableau en fonction de leur ordre d'arrivée.
Les premiers venus sont les premiers à être chargés et tout le monde est tenu de respecter l'ordre établi. Chaque chauffeur connaît son tour de chargement. Nous les racoleurs, on se mobilise autour du véhicule qui est de tour et nous l'aidons à vite partir. Le chauffeur, quant à lui, reçoit les passagers qui lui sont amenés par les racoleurs. Le préalable est fait, il se contente de payer une commission à partager entre le syndicat et les racoleurs. Les racoleurs sont nos collègues chauffeurs sans véhicule. Donc, on leur trouve une petite commission en signe de gratitude. Mais entre nous, on se fait de petits gestes et tout le monde gagne un peu. Quand je travaille avec les chauffeurs, je gagne de petits sous. Et quand les clients sont aussi contents de ma prestation, ils me font de petits gestes. En cette période de Covid-19, les mesures barrières imposées par les autorités sont strictement respectées sur les parcs automobiles. Nous respectons ici les gestes barrières. Nous avons un kit de lavage des mains. Les chauffeurs ont aussi des gels hydroalcooliques qu'ils passent avant de monter au volant. On prenait 6 passagers, mais aujourd'hui, nous sommes limités à 3 passagers. Malgré cette synergie d'action, quelques problèmes continuent de miner la vie des transporteurs. Il s'agit du tarif non imposé par le gouvernement après la révision à la baisse du nombre de passagers pour faire face à la pandémie du Covid-19. Il y a quelque temps, on chargeait au moins une dizaine de véhicules par jour. Aujourd'hui, c'est à peine qu'on charge 5 par jour. Et les clients peinent à payer les prix du voyage. Ils négocient tout le temps des réductions. Le carburant est cher et les frais des postes de péage ont été revus à la hausse. Nous demandons aux autorités de nous aider à fixer les tarifs des transports pour que la réduction de passagers cesse de peser sur nos bourses. Au-delà de ces préoccupations, la vie sur les parcs automobiles reste un jeu de rôle entre chauffeurs, syndicats et racoleurs. Les passagers ne sont ici que des marchandises chouchoutées par les 3 parties. Une seule préoccupation, faire en sorte que le passager soit satisfait de la prestation. Éducation à présent, baccalauréat de l'enseignement du second degré, session de juillet 2020. Le processus suit son cours, plus que quelques heures et le suspense sera levé. Mais en attendant, ce sont les travaux de correction des copies qui sont en cours et pour s'assurer de leur bon déroulement, une délégation ministérielle a fait le tour de quelques centres de correction dans le littoral et l'Ouémé. Le résumé est signé Idrissou Boukari. Démarrés depuis le lundi 3 août dernier, les travaux de correction des copies des candidats au baccalauréat session de juillet 2020 se poursuivent. Dans la grande concentration, les correcteurs apprécient les réflexions des aspirants au premier diplôme universitaire. Et pour s'assurer que tout se passe bien, les 2 ministres concernés par cet examen effectuent une descente sur le terrain. Au lycée Béanzin et au lycée Tofa 1er à Porto Novo, les ministres Maouyon Kakou des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et Eleonore Yahi en charge de l'enseignement supérieur et scientifique ont pu constater le déroulement des travaux dans l'observance des gestes barrières. Ces enseignants correcteurs ont été sélectionnés sur la base de critères bien précis. Pour être correcteur, c'est que vous devez déjà tenir quand même ces classes-là de terminale, être au parfum des réalités un peu de ces classes, avoir la qualification requise, c'est-à-dire être quand même les professeurs disposants, voilà, professeurs certifiés disposant donc de leur CAPES. Donc c'est ce qui est requis et c'est ce que nous faisons. Il y a quelques exceptions qui sont liées à des cas d'insuffisance, de pénurie qui sont en train d'être donc comblés par les différentes réformes au niveau du pays pour que ces problèmes de pénurie soient déjà totalement juguler.
D'abord, au niveau des dispositions sanitaires, la distanciation est respectée entre les enseignants correcteurs, le dispositif de lavage de mains, le flacon de gel à l'entrée des salles de correction. Au niveau des salles de secrétariat, toutes ces dispositions-là sont également prises, de même que dans les salles de l'informatique. Nous avons vu des correcteurs assez assidus et consciencieux. Après le département de l'EME, cap est mis sur le littoral. Au Sojegbe-Gamay et Nokwe à Cotonou, tout se déroule normalement. Un pari qui n'était pas gagné d'avance. Nous pouvons, avec l'organisation de ces différents examens de cette année, nous en féliciter. Parce que ce n'était pas parti pour être gagné ainsi, compte tenu de la situation sanitaire dans le pays. Mais le gouvernement a pris toutes les dispositions et vous avez suivi cela avec nous. Et nous sommes en train de nous en sortir très merveilleusement. On comprend le poids de la responsabilité des uns et des autres. Et c'est ça qui fait quand même notre fierté. Après le processus déjà de préparation qui est une réussite totale, on constate également que la phase de correction se déroule très bien. C'est déjà prometteur pour les résultats prochains. Nous les avons encouragés, vous avez vu également, et nous comprenons déjà que affaire de Covid-19, elle est là, mais bon, on l'intègre parfaitement dans ce que nous faisons. Et puis on continue de faire notre mission de façon responsable et de façon concentrée. Après la phase de correction, la première délibération est prévue pour le mercredi 12 août prochain. Et comme cela a été le cas avec les autres examens, les candidats auront la possibilité de consulter leurs résultats sur place sur la plateforme e-résultats mise en place par le gouvernement pour éviter les attroupements dans les centres d'examen après la proclamation des résultats dans un contexte du Covid-19. Voilà, dans le même registre, lundi prochain, les écoliers des classes intermédiaires vont retrouver le chemin de l'école après plusieurs mois passés à la maison. Mais alors, quelles sont les dispositions qui ont été prises afin que tout se passe dans le respect des mesures de sécurité sanitaire? Constat avec Asiomo Kanye, Asiomo, Elvis Tonokwen qui ont fait le tour de quelques écoles. Les écoliers des classes des cours d'initiation au cours moyen première année retournent à l'école ce lundi. Une décision du gouvernement dans le cadre des mesures prises pour la riposte contre la Covid-19. Si dans la majorité des cas, les écoles sont jusqu'à l'heure fermées, d'autres établissements sont actifs pour une bonne reprise. Nous avons pris certaines dispositions, à savoir nettoyer les salles de classe et désinfecter ces salles-là avant qu'ils ne viennent le lundi pour les protéger contre la maladie du Covid-19. Les élèves de ces classes intermédiaires sont restés à la maison pendant près de 4 mois. Durant la période de reprise, ici à Bomberger, l'administration de l'école est prête à accompagner certains écoliers. On en a prévu, surtout pour ceux qui n'en ont pas. Donc, on va trier ces gens-là et les faire sortir du groupe pour leur donner les masques. Ils auront 3 semaines de cours pour être ensuite évalués. Nous avons 1 mois, jour pour jour, pour encadrer, faire en sorte que ceux-là qui sont restés à la maison pendant 4 mois, et qui ont eu le temps d'oublier tout ce qu'on leur a appris, on fera en sorte que tout ce qui a été appris soit révisé en 3 semaines, reviennent avec les notions qui ont été apprises. Et c'est après cela que nous allons consacrer 1 semaine pour le faire le test de passage. L'année scolaire 2020-2021 est prévue pour le mois de septembre. Ceci pour coller au calendrier régional. La décision du gouvernement de faire reprendre le chemin des classes aux écoliers fait encore couler encre et salive. Les responsables syndicaux notamment n'en trouvent pas la pertinence. Pour eux, il s'agit là d'une décision grave au regard de l'évolution au Bénin de la situation sanitaire liée à la Covid-19. Ils se sont
prononcé au micro de Narcisse Alossé et Moufis Sabouhan. Écoutez, moi je désapprouve complètement cette décision du gouvernement. On n'a pas cessé de dire que ça ne répond à aucune logique. Regardez un gouvernement qui décide de ne pas célébrer dans les conditions normales le 1er août. Un gouvernement qui a décidé de mettre des mesures de restriction pour la fête des musulmans, la Tabaski la dernière fois. Quelle est la logique qui est suivie lorsqu'il s'agit des enfants? Et on parle des plus petits ici, du CI au CM, les plus petits, qui ont besoin d'une surveillance accrue, qui ont besoin d'être encadrés de façon encore un peu plus rigoureuse que les plus grands. Un gouvernement qui décide que les étudiants, qui sont de grands adultes, doivent faire les cours à distance. Ce même gouvernement trouve tout à coup qu'on peut permettre aux plus petits de retourner en classe dans des écoles où on n'a pas suffisamment d'infrastructures pour pouvoir faire respecter les gestes, la distance minimale. Ce n'est pas prudent de persister dans cette direction parce que on a dit qu'on va vers le pic. Et puis c'est la période de saison, c'est la période où il fait frais. Les enfants sont exposés. Même quand on dit distanciation, ils ne peuvent pas, ils ne respecteront pas. C'est des petits-enfants. Donc c'est le risque maximal. J'espère que le gouvernement, on a encore d'ici au 10 août, on a encore le temps, le gouvernement pourrait peut-être mieux apprécier les risques qu'on prend pour revoir la copie et décider autrement pour le bien-être de tout le monde parce que je ne trouve pas que cela soit cohérent. Je ne vois pas la cohérence dans cela. Et je crois que les ministres devraient inspirer, mieux renseigner le ministre de la Santé et le ministre de l'Enseignement secondaire devraient mieux renseigner le chef d'État pour que les décisions les meilleures soient prises et nous éviter de prendre des risques inutiles, ce qui serait dommageable parce que jusque-là, un effort a été fait dans la gestion du virus et on a apprécié cela. Il ne faut pas qu'on ouvre la porte, grandement la porte, n'est-ce pas, au virus qui va, n'est-ce pas, sévir davantage et nous mettre en difficulté. Parce que après la clôture de l'école, qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Parce que ça dit, j'ai dit la clôture, ça dit les murs de la clôture, quand l'enfant sort de l'école, qu'est-ce qu'il fait dans la rue? Et c'est ça le plus grand danger. Et c'est pourquoi nous demandons aux parents d'être vigilants et proactifs. Même sur le plan pédagogique, ça n'a aucun sens. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans nos écoles, vous verrez que les enfants du primaire ont fait au moins 2 trimestres sur 3. Il y a déjà eu 2 évaluations sur 3. Et nous sommes dans une condition exceptionnelle. On doit pouvoir prendre des mesures exceptionnelles. Nous avons proposé qu'on puisse permettre aux enseignants de donner les résultats des enfants sur la base des 2 évaluations qui ont déjà été faites pour l'année. Cela, c'est le bon sens. Et notre gouvernement nous a habitués à agir avec rationalité. Mais tout à coup, lorsqu'il s'agit des enfants pour l'école, on ne comprend plus rien du tout. Nous, on n'a pas un moyen de coercition ou un moyen pour imposer au gouvernement sa ligne en matière d'éducation, cette décision en matière d'éducation. C'est eux qui indiquent la voie à suivre. Et quand nous, on a émis des réserves par rapport à cette reprise, on a déjà dit ce qui est dangereux, ce qui peut faire problème. Nous allons les exécuter jusqu'au niveau de notre capacité. Donc vous avez aussi un avis consultatif alors? Justement, comme on l'a dénoncé en son temps, qu'on ne nous a pas consultés. Le rôle du syndicat, c'est de demander à discuter avec l'autorité pour améliorer les prises de décision. Nous avons demandé à être reçus, on n'a pas été reçus jusqu'à ce jour. Donc le syndicat a épuisé ce qu'il peut faire en termes donc de bonne gouvernance, de combat pour la bonne gouvernance dans notre pays. Aujourd'hui, il faut que le public interpelle les gouvernants qui refusent de discuter avec ceux qui peuvent leur apporter de la lumière par rapport à leurs prises de décision. Et puis le président de la Fédération des associations des parents d'élèves était pour sa part sur Actu Matin, toujours au sujet de la reprise des cours au niveau des classes intermédiaires. Epifanazon rassure quant à lui les parents d'élèves par rapport aux dispositions prises par l'État central dans ce cadre. Ce qui est heureux, c'est d'avoir validé l'année
l'un dans l'autre. L'essentiel pour nous, c'est que l'année soit validée en toute sécurité. Bon, le ministre des Enseignements maternels et primaires, hier, a invité un certain nombre, dont la FENAPEB, pour nous annoncer les mesures qu'ils sont en train de prendre en vue d'une reprise sécurisée pour les classes intermédiaires. Et de ces mesures, il ressort que les enfants de moins de 11 ans ne sont pas contaminés et contaminants. Bon. Donc, le masque n'est pas obligatoire pour ces enfants-là. Et la distanciation sociale, on peut s'en passer. Bon, je crois que il n'est pas de la santé, mais il côtoie l'homme de la santé, le ministre de la Santé qui est son collègue. Si c'est le cas, je crois que nous avons des raisons d'être en toute quiétude. Mon inquiétude, l'inquiétude de la fédération, c'est que les enfants sont restés à la maison 4 mois. Exactement. Et puis, bon, est-ce que cette révision peut leur permettre de prendre le pli et aller en évaluation et être compétitifs? Ça, c'est notre inquiétude. Fort de ce que le ministre nous a dit, comme en fait de sensibilisation hier, moi, je crois que nous avons des raisons de rassurer les parents qu'ils peuvent envoyer leurs enfants à l'école et ils peuvent être sûrs que ces écoles sont sécurisées pour qu'il n'y ait pas contamination. Ce que, par exemple, a donné 84,70, c'est pas rien. Ce que les parents auraient souhaité, c'est les 100%. Mais disons que 84% déjà, on peut se frotter les mains, espérant que l'année prochaine, qu'on mette bouchée double pour que la dictée ne soit plus ce que le pourcentage que ça a donné cette année. Le BPC, 51% globalement, bon, peut mieux faire. Peut mieux faire. Oui, peut mieux faire. Vous attendez quoi pour le bac? Pour le baccalauréat. Pour le bac, disons que j'attends 60%. Mais le cas échéant, ah oui, j'attends 60%. Mais le cas échéant, je me remets à la décision. Voilà, les avis sont donc partagés au sujet de la reprise des classes par les écoliers des classes intermédiaires. Et juste avant de refermer cette édition, la pièce et les structures techniques du ministère de l'Agriculture ont rencontré mercredi les acteurs impliqués dans l'exportation du soja vers la Chine. Objectif, leur présenter les nouvelles conditions à remplir désormais avant toute activité dans ce domaine-là. La séance de travail a eu lieu à Cotonou et on va voir le compte rendu grâce à Clément Achade et Henri Ganti. C'est une rencontre de vérité entre l'APIES et les opérateurs économiques qui exportent le soja vers la Chine. Après l'obtention de l'autorisation de la République populaire de Chine à l'issue d'un protocole d'accord économique, les autorités ont constaté un certain nombre d'irrégularités dans le rang des exportateurs. Et pour corriger ces mauvaises pratiques, l'APIES réunit ici ses opérateurs économiques pour un rappel à l'ordre. Un rappel relatif aux exigences phytosanitaires de l'exportation de soja vers la Chine qui réclame à travers ses opérateurs nationaux les normes sanitaires et la qualité dans la demande des certificats. La Chine importe chaque année à peu près 85 millions de tonnes de soja. Le Bénin a estimé que ça pouvait être une opportunité et le président a demandé au ministère de l'Agriculture et à l'APIEX de tout faire pour que nous augmentions la part d'exportation du soja du Bénin en Chine. C'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une difficulté et nous espérons que la réunion d'aujourd'hui va nous permettre de lever ces difficultés. Ces difficultés sont liées au fait que les premières exportations, les premières 35 tonnes qui ont été exportées vers la Chine ne se sont pas bien passées. Nous voulons mettre fin à ça parce qu'il en va en fait de l'avenir de toute une filière. Nous voulons faire en sorte que, de manière régulière, nous puissions
exporter de manière très importante du soja du Bénin en direction de la Chine. Les expéditions à peine commencées, l'État béninois note de mauvaises pratiques qui violent le protocole d'accord économique existant. Cette rencontre entre les représentants du gouvernement et les exportateurs sonne alors le glas de la pagaille qui vient en effet relancer le respect des procédures de contrôle et surtout éviter désormais la falsification des documents officiels devant accompagner le soja à l'exportation. Il est donc impératif pour les acteurs de cette filière, en particulier les entreprises exportatrices enregistrées auprès de l'ABSSA, de respecter les clauses de cet accord pour maintenir durablement ce vaste marché promoteur pour le Bénin. Cela passe par le respect des exigences phytosanitaires liées à l'exportation du soja du Bénin vers la Chine, mais aussi des exigences sanitaires, chers acteurs de la chaîne d'exportation du soja du Bénin vers la Chine. Nous devons très tôt mettre fin à ces mauvaises pratiques et nous donner des règles à suivre pour pérenniser ce marché. Car, je vous le dis, un marché perdu pour cause de mauvaises pratiques est difficile à reconquérir. Pour conjuguer au passé ces mauvaises pratiques et garantir la réussite de cette politique du gouvernement en matière de développement de la filière soja au Bénin, l'APIEX entend désormais échanger régulièrement avec ses exportateurs. Ceci sur la mise en œuvre du protocole d'accord à travers la présentation des conditions à remplir avant toute exportation du soja vers la Chine. Voilà tout, mesdames et messieurs, pour ce 13h. Merci de nous avoir suivis. William Zanou et Francisco Coueté du côté de la régie. Retrouvez l'info tout à l'heure dès qu'il sonnera 16h. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours avec le même plaisir.